Cette nuit-là, debout devant la vieille maison de mon père, la maison d'enfance chargée de souvenirs, l'avis funéraire encore légèrement parfumé d'encens blanc et froid collé à la porte, je n'aurais jamais imaginé que ce lieu deviendrait le champ de bataille où le lien entre frères faillirait se briser irrémédiablement. Qui aurait cru que ce qui étranglait mon cœur n'était pas seulement le chagrin d'avoir perdu papa, mais le silence glacial, les regards glaciaux du sang familial devenu lointain, entre des murs qui autrefois retenaient chaleur et amour. Mais la véritable tragédie ne faisait que commencer. Une clé rendue inutile, une porte claquée et derrière elle, l'ombre de secrets inattendus, des objets de famille disparus, des promesses non tenues et un lien familial transformé en guerre froide. Cette nuit-là, j'ai compris que la perte de papa n'était que le début de la douleur. Les blessures les plus profondes venaient du seul parent en qui j'avais le plus confiance. Que feriez-vous si vous vous trouviez au carrefour de la justice et de la famille, sachant qu'à l'intérieur de cette maison se trouve une vérité qui pourrait soit sauver votre héritage, soit détruire tout ce qui vous est cher? Avant de commencer, laissez un commentaire ci-dessous pour nous indiquer la ville depuis laquelle vous regardez la vidéo. Bonne lecture. La dernière fois que j'ai vu mon père vivant, le soleil de fin d'été traversait les stores de l'hôpital, transformant la chambre stérile en une teinte dorée qui me rappelait les dimanches tranquilles, le genre où nous trois, papa, John et moi, nous asseyions ensemble dans la vieille maison pour manger des crêpes, faisant comme si ces moments pouvaient durer éternellement. Maintenant, debout au pied de son lit d'hôpital, j'ai été forcé de réaliser que ce que tout le monde dit toujours n'est pas une simple phrase. On ne sait que c'est la dernière fois que bien plus tard. La main de papa dans la mienne était fine, les os apparaissant sous une peau de papier. Mais sa prise était aussi forte que toujours lorsqu'il nous regardait, nous ses fils, pour ce qui serait la dernière fois. À côté de moi, John se tenait droit comme un piquet. Il n'avait pas quitté papa depuis des semaines, dormant à peine, gérant la maison, faisant la navette entre l'hôpital et les courses. Il y avait de l'amour dans ce sacrifice, mais aussi de la frustration. Je venais de loin, empêtré dans la culpabilité, regrettant de ne pas lui avoir rendu visite plus souvent. Sous le chagrin couvait une tension inexprimée, la vieille rivalité entre frères, qui ne mourait jamais complètement, même quand notre père était mort. Les derniers mots de papa, je les entends encore. Promets-moi, les gars, prends soin l'un de l'autre. Et de notre maison. Je veux que vous ayez tous les deux tout ce que j'ai construit. Son regard naviguait entre nous, imprimant ces mots dans l'espace qui nous séparait. Ne laissez pas cette maison vous séparer. La famille sera tout ce que vous aurez quand je ne serai plus là. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. John a détourné le regard. Les funérailles arrivèrent plus vite que nous ne pouvions l'imaginer. Nos voisins d'enfance, M. Kearn, compagnon de guerre de papa, et ma tante Hélène, venue de l'Ouest, se réunirent tous dans le salon, la même pièce où je construisais autrefois des cabanes en couverture et où John jouait de la guitare près de la cheminée vacillante. On apportait la nourriture dans des assiettes dépareillées. Les condoléances se confondaient, je ne pouvais m'empêcher de chercher la présence solide de mon père dans le vide. Après la cérémonie, la famille a rempli chaque pièce de la maison. Rires et sanglots résonnaient sur les murs, les gens se blottissaient dans les coins pour échanger des anecdotes. Pourtant, au centre de tout cela, un étrange vide régnait. J'ai vu ma cousine Jem, qui passait les week-ends chez nous enfants, se faufiler à l'étage pour juste s'asseoir dans le fauteuil de lecture de papa, les larmes aux joues car elle ne pourrait plus jamais parler livre avec lui. Oncle Gary, le frère cadet de papa en costume impeccable et homme d'affaires, ne cessait de lorgner l'horloge de parquet, posant déjà des questions sur la succession qui me retournaient l'estomac. Alors que le rassemblement s'estompait et que les derniers parents sortaient, un silence gêné s'est installé dans la maison. J'ai trouvé John assis sur les marches arrière, les yeux rivés sur ses mains. On devrait commencer à ranger les choses, je suppose, ai-je dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il haussa les épaules, la mâchoire serrée. À plus tard. Restons ici un moment. Une semaine passa, puis deux. J'essayais de parler des prochaines étapes. Le testament, la maison, les choses que papa voulait qu'on partage. Mais John commença à verrouiller les portes, poliment au début. « Laisse-moi m'occuper des détails », disait-il d'une voix dure. « Tu ne comprendrais pas ce que c'est que de ranger après tout. Donne-moi juste ça. » Soudain, à chacune de mes demandes de passage, on répondait par « un autre jour ». L'intérieur de notre maison, notre foyer, était devenu un endroit où je n'étais plus la bienvenue. Et j'avais de plus en plus le sentiment, au plus profond de mes entrailles, que quelque chose avait déjà commencé à se fracturer de manière irréparable. Parce que parfois,
Ce ne sont pas les grands événements, le décès d'un parent, la lecture d'un testament, une cérémonie familiale, qui marquent le début de la désintégration d'une famille. Ce sont les moments intermédiaires. Les silences. Les portes silencieusement verrouillées de l'intérieur. Les promesses faites dans une chambre d'hôpital, déjà dissoute sous le poids des vieilles blessures, des nouvelles peurs et des lignes de front que personne ne veut admettre voir se former. Alors que je me tenais seul sur le porche ce soir-là, la maison derrière moi résonnant encore des échos fantomatiques des histoires de papa, j'ai réalisé que ce n'était que le début. Les promesses que nous nous étions faites n'étaient pas assez fortes pour nous unir, surtout quand la confiance, le ressentiment et le désir nous tiraient dans des directions opposées. Et je ne pouvais pas savoir à ce moment-là, alors que le soleil se couchait, alors que les lumières s'éteignaient une à une dans la maison à laquelle je pensais appartenir pour toujours, jusqu'où ces fissures s'étendraient, ou à quelle profondeur elles blesseraient. Mais que se passe-t-il ensuite lorsque les frères se retournent et que la maison que vous partagiez devient une forteresse de secrets? C'est là que la véritable histoire commence. Les jours qui ont suivi les funérailles ont filé par vagues lentes et surréalistes. Le deuil ne hurle pas toujours. Parfois, il s'installe discrètement, s'immisçant dans chaque recoin d'une maison que l'on croyait inébranlable. Je pensais que la disparition de papa nous rapprocherait, que la perte pourrait guérir de vieilles blessures. Mais ce fut le contraire. Chaque souvenir, chaque silence, semblait creuser davantage la distance entre John et moi. Au début, c'était juste subtil. J'appelais à l'avance, voulant passer à la maison de papa, maintenant légalement la nôtre juste pour acheter des livres d'enfance pour ma fille, et peut-être discuter du testament ensemble. Ce n'est pas un bon week-end. Il y a trop de choses à faire, disait John, toujours de cette voix tendue et fatiguée. Je viens de faire le ménage, je suis épuisé. La semaine prochaine, semaine après semaine, la porte toujours hors de portée. J'ai balayé ça du revers de la main, pensant que c'était du chagrin. Après tout, John avait vécu avec papa, pris soin de lui pendant ces derniers mois, sacrifiant sa propre vie d'une manière que je comprenais à peine de loin. Peut-être avait-il besoin de temps. Je me suis dit, peut-être a-t-il l'impression que la maison est tout ce qui lui reste. Mais les semaines se sont transformées en un mois, puis en deux. J'ai essayé de maintenir le lien en envoyant des SMS aux groupes familiaux, en prenant des nouvelles de ma tante Hélène. Un après-midi, lors d'un appel vidéo avec ma cousine Jem, elle a baissé la voix. Il ne me laisse pas entrer non plus. Tu sais. Il a dit que tout était en désordre. Il avait l'air bizarre. J'ai perçu quelque chose dans sa voix, de l'inquiétude, mais aussi du ressentiment. Nous ne perdions pas seulement papa, nous regardions ces vieux liens familiaux se défaire, fil par fil fragile. J'ai commencé à me sentir étrangère à ma propre enfance. Le salon avec sa lampe dépareillée, le vieux fauteuil inclinable cabossé de papa près de la fenêtre, le papier peint jauni où nous marquions nos tailles chaque été. J'imaginais John à l'intérieur, lumière tamisée, rideau tiré. Ce n'était pas seulement une porte verrouillée. C'était un mur épais comme du béton, fait de vieilles fiertés et de disputes tacites. La colère m'a ensuite envahi. J'ai finalement pris la route, après 1 heure de route, ma femme et ma fille dans la voiture. Le portail était déverrouillé, ma vieille clé rentrait encore. Mais en sonnant, j'ai vu du mouvement derrière la vitre dépolie, puis plus rien. J'ai appelé John. Il a répondu, la voix tendue. Tu ne peux pas venir aujourd'hui. Ce n'est pas le bon moment. J'ai gardé mon calme le plus longtemps possible, insistant sur les affaires de papa, les bijoux de maman, la guitare qu'il avait promis de mettre de côté. Tu auras ta part, a-t-il lancé d'un ton sec. Fais-moi confiance. J'ai besoin de plus de temps. La confiance. Quel luxe cela semblait être. Ma fille, âgée de 7 ans seulement, était assise à l'arrière, serrant contre elle un dessin qu'elle avait fait pour oncle John, son souvenir préféré du jardin de grand-père. Je lui ai dit, pas aujourd'hui, ma chérie. Elle avait l'air tellement déçue. Je me souviens m'être demandé, est-ce là que les pertes se multiplient, où l'on hérite non seulement de la tristesse, mais aussi de la suspicion. Cet été glacial s'éternisait. Ma femme essayait de me consoler, me rappelant tout le bien qu'il y avait au-delà de ces 4 murs, mais il était difficile de lâcher prise. Surtout quand chaque appel tournait en rond, chaque SMS restait en lecture. Et toujours, cette impression que quelqu'un me cachait quelque chose ou se cachait de moi. Même les amis de la famille ont commencé à le remarquer. Monsieur Kirn m'a appelé, la voix rauque du halage. Ton frère n'est plus dans son élément. Vous devriez vous asseoir et discuter. Cette maison est trop importante pour laisser l'amertume prendre le dessus.
Si seulement c'était aussi simple. Le chagrin n'était pas le point faible. C'était l'excuse. La douleur et le ressentiment étaient le marteau, creusant chaque jour un fossé apparemment invisible plus profond. Il ne s'agissait plus seulement des biens de papa ou de la maison elle-même, mais de la perte de confiance et d'un sentiment de trahison qui me tordait l'estomac. Je commençais à me demander ce qui se passait réellement derrière ces portes closes. Que protegeait John exactement? Était-ce l'héritage de son père ou ses propres secrets? La frontière entre deuil et méfiance s'estompait, la réalité se brouillant sous le soupçon. Et alors que chaque jour se terminait par une porte que je ne pouvais pas ouvrir, je réalisais que les murs les plus durs à briser ne sont pas faits de bois ou de verre, mais de silence, de fierté et des souvenirs que nous tenons trop fermement. Mais le silence, inévitablement, est rompu, et les secrets ne restent pas cachés éternellement. J'ignorais alors l'ampleur de la trahison, ni combien des vérités encore plus douloureuses allaient bientôt émerger. Les premières vraies fissures sont apparues le jour où un voisin a raconté avoir vu des inconnus quitter notre maison avec des cartons anciens. Le mur invisible s'effondrait. Et mon combat pour des réponses, pour la justice, pour papa, peut-être même pour moi-même, venait à peine de commencer. Parfois, c'est une conversation informelle qui révèle les failles les plus profondes d'une famille. Pour moi, ce fut un appel de M. Kieran, le vieil ami de papa, celui qui connaissait chaque craquement de notre plancher et chérissait chacun de ses vieux trésors. Ce samedi matin-là, sa voix bourrue avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. « Écoute, mon fils, je pensais que tu devais savoir. Il y a quelques semaines, John m'a proposé de me vendre une des précieuses horloges de ton père. Il a dit que ça te convenait. C'est vrai? » Ces mots me firent froid dans le dos. Non, je n'avais rien accepté. En fait, j'avais à peine eu le droit de passer la porte. J'ai balbutié un merci et j'ai raccroché, le cœur battant, l'esprit en ébullition. John vendait-il les affaires de papa dans mon dos? Le doute germait à présent. Je me suis mis à chercher, impatient. De vieux amis de la famille, des groupes Facebook poussiéreux, des alertes eBay. Le désespoir m'a donné de l'audace. J'ai parcouru d'innombrables annonces d'antiquités, de guitares, de montres qui me semblaient étrangement familières. Puis je l'ai vue, une Fender Jazzmaster Sunburst, exactement comme celle avec laquelle papa nous laissait jouer quand nous étions enfants, et qu'il menaçait toujours de vendre aux enchères pour payer les études, quand on se disputait. Le nom d'utilisateur du vendeur, un pseudo que John utilisait sur tous les forums de jeux vidéo depuis le lycée. J'ai appelé ma femme dans la pièce, les sourcils froncés, tandis qu'elle comparait les photos de mon téléphone à de vieux clichés de la guitare posés près de la cheminée. « C'est la même », a-t-elle murmuré d'une voix à peine assurée. Malade, j'ai confronté John à tout ce que j'avais découvert. L'appel avec M. Kieran, l'annonce en ligne, le soupçon qui me rongeait depuis des mois. « Qu'est-ce que tu fais? » À vendre les affaires de papa. « Je suis ton frère, pourquoi mentir? » Il se tut, puis se hérissa, sur la défensive. « Il faut bien que quelqu'un s'occupe de la maison. Il y a la taxe foncière, l'assurance, les factures. Qu'attendez-vous de moi? » Sa justification sonnait creux. La vérité se tordait entre nous comme des barbelés. Il insistait pour protéger notre héritage, pour couvrir les frais, mais les chiffres ne collaient pas. Il n'avait rien demandé. Il ne m'avait pas laissé le temps de dire adieu à ces choses mêmes qui portaient le souvenir de mon père. Derrière la colère se cachait quelque chose de plus profond. Je me sentais trahi comme je n'aurais jamais pu l'imaginer. La maison où nous avions grandi, les trésors que nos parents nous avaient laissés, les bagues, les montres, la guitare que John jouait à Thanksgiving, alors que nous savions encore partager une table. Tout disparaissait, morceau par morceau, sans un mot. J'ai commencé à me demander ce qui me faisait le plus mal, la perte des objets ou la confiance qui aurait dû nous unir. Je me suis souvenu de la promesse de papa et de la rapidité avec laquelle elle s'est effondrée. Ma fille m'a vu faire les 100 patards le soir et m'a demandé si quelque chose de grave s'était produit. Je n'avais aucune réponse à donner à un enfant, j'en avais à peine une pour moi. À mesure que la nouvelle de la vente se répandait dans la famille, de nouvelles questions affluaient de la part de tante Hélène, venue vérifier l'argenterie familiale, et de Jem, qui m'envoyait un message. « John a-t-il vendu les médailles de grand-père? » J'en ai vu une en ligne. Accusations et soupçons se sont répandus, empoisonnant toute la famille. J'ai alors compris que la trahison ne vient pas seulement d'inconnus. Parfois, c'est quelqu'un qu'on aime qui change les serrures, vide les placards,
sacrifie notre passé commun pour des raisons qu'on ne comprendra peut-être jamais complètement. Mon chagrin s'est mêlé de colère, de déception et d'un sentiment urgent de responsabilité non seulement envers papa, mais aussi envers moi-même, ma fille et chaque souvenir en jeu. Je savais que je ne pouvais pas rester les bras croisés tandis que tout ce que nous étions nous filait entre les doigts, et qu'il ne restait que des promesses brisées et une maison abritant plus de secrets que de pièces. C'était plus qu'une horloge perdue ou une guitare vendue. C'était la frontière entre la confrontation et le lâcher-prise, entre la protection de l'héritage et la perte définitive de la famille. Mais si des secrets pouvaient se cacher derrière des portes verrouillées, j'allais découvrir ce qui se cachait derrière celles qui étaient brisées. Et tandis que je luttais entre trahison et détermination, j'ai compris que la vraie force consiste parfois à abattre les murs érigés par son propre frère et à défendre les fantômes qu'on ne peut laisser voler. Vint ensuite le moment du jugement, une confrontation qu'aucun de nous ne pouvait éviter, et les lignes de bataille familiale se sont creusées plus profondément que jamais auparavant. Je me souviens encore du matin où j'étais arrivé en voiture avec ma femme, l'estomac plein d'angoisse, un dossier de documents juridiques attaché à côté de moi sur le siège passager. La pluie maculait le pare-brise, transformant l'ancien quartier familial en un flou lent et mouvant. Chaque coin de rue me rappelait mon enfance, avant tous ses secrets et ses trahisons. J'avais essayé, maintes et maintes fois, de joindre John, appel, SMS, même une lettre rédigée par mon avocat, implorant une conversation franche, honnête, une chance de réconciliation. À chaque fois, le silence me répondait. Ce jour-là, le silence fut rompu par le grincement d'une clé qui ne rentrait plus dans la serrure. Ma vieille clé, celle que je gardais depuis l'université, celle qui ouvrait toujours la porte de notre père, était inutile. La serrure avait été changée. La main de ma femme serra la mienne, les yeux tendus d'inquiétude, tandis que nous nous tenions sous l'avant-toit sous la pluie qui s'intensifiait. Nous sonnâmes, frappâmes, rien. Derrière les rideaux, je vis du mouvement, une lueur de télévision, une ombre qui passait. John était là, évitant notre regard, refusant même de reconnaître notre existence hors de ces murs. Ma voix était fatiguée, presque un écho des disputes de la veille. « John, s'il te plaît. Parlance. Il faut qu'on règle ça. » Le silence s'est prolongé. Puis, enfin, sa voix à travers la porte, petite, dure et tremblante. « Rentre chez toi. Tu n'es pas le bienvenu ici aujourd'hui. Je t'ai dit que je t'appellerai quand je serai prêt. » C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Le chagrin s'était auparavant transformé en colère. Maintenant, il se transformait à nouveau, se transformant en une sorte de résolution froide. Même si je détestais cela, il ne s'agissait plus seulement de deux frères en désaccord. Il s'agissait désormais de ce qui était juste, d'un héritage, de principes qui transcendaient même le sang. J'ai appelé l'avocat, la voix tremblante mais ferme. Il a changé les serrures. Il refuse même d'ouvrir la porte. Mon avocat, Maître Calloway, n'a pas hésité. Vous avez tout fait correctement. Il est temps de passer à l'action. Nous allons déposer une demande d'ordonnance. Vous avez le droit d'entrer en tant que copropriétaire et bénéficiaire. Je vous accompagnerai la prochaine fois, et j'appellerai la police si nécessaire. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Ma femme s'est assise à côté de moi, m'a massé le dos en me murmurant « Quoi qu'il arrive, tu as raison de te battre pour ça. Pour ton père. Pour ta famille. » Je la croyais, mais cela n'a pas calmé la douleur, le souhait que John ouvre la porte, me laisse entrer et que nous puissions peut-être commencer à guérir. L'après-midi suivant, nous sommes arrivés avec du renfort. Mon avocat, un policier local en renfort, enfin, un serrurier. La maison était silencieuse, presque provocante, le porche luisant sous les pluies. La voiture de John avait disparu, peut-être volontairement, peut-être par peur, mais la tension était toujours aussi vive. Le serrurier intervint rapidement, la serrure céda avec un clic lourd. La porte s'ouvrit brusquement, et l'odeur à l'intérieur n'était plus celle du réconfort, mais celle de l'absence, de la poussière et d'un innommable. L'officier hocha la tête, carnet à la main. Mon avocat murmura « Notez tout. Allez-y doucement. » Nous entrâmes, le cœur battant. Des pièces autrefois animées par les rires et les disputes étaient saccagées, les tiroirs fracassés, les étagères vides. Ma femme marchait sur la pointe des pieds derrière moi, prenant des photos, me montrant des détails, une empreinte de pas dans la poussière, un cadre manquant qui contenait autrefois la photo de mariage de nos parents. Soudain, la maison ressemblait davantage à une scène de crime qu'à un foyer. Souvenirs et trésors disparus.
Les échos du passé effacés par le secret et le désespoir. Mon avocat secoua la tête, incrédule. Le policier, doux mais ferme, demanda la liste des objets disparus, promettant de déposer plainte pour vol et possible détournement de biens dans le cadre de la procédure successorale. En parcourant chaque pièce vide, je sentais un étrange mélange de tristesse, d'indignation et de résignation s'installer. Jusqu'où John était-il tombé pour faire cela non seulement à moi, mais aussi à l'héritage de papa, à toute notre famille? Jusqu'où étais-je allé, contraint d'assumer un rôle que je n'avais jamais voulu, combattre mon propre frère au tribunal, rester les bras croisés pendant que des inconnus inventoriaient mes souvenirs d'enfance pour en tirer des preuves. En sortant, je m'arrêtai dans l'entrée, où une photo décolorée était encore accrochée, la dernière relique oubliée, peut-être, ou tout simplement dénuée de sens pour John. Tous les trois, souriants, bras dessus bras dessous, aucun signe de ces futures batailles. Dehors, tandis que le serrurier remplaçait la serrure pour la dernière fois, mon avocat m'a posé une main réconfortante sur l'épaule. Vous avez bien fait. Parfois, pour honorer nos proches, il faut respecter leur volonté, même si cela implique de perdre autre chose en chemin. À cet instant, j'ai su que le chapitre suivant ne serait pas simple. Démarche juridique, audience, confrontation plus douloureuse. Je me suis préparé, non seulement à une bataille juridique, mais à l'éclatement définitif et irréversible de cette famille que je croyais autrefois indestructible. Parce que parfois, dans la lutte pour ce qui est juste, on perd bien plus que ce que la loi peut nous rendre. Et en fermant la porte derrière moi, j'ai réalisé, il ne s'agissait plus seulement de propriété. Il s'agissait de découvrir qui j'étais, poussé à bout. Le jugement n'était pas encore terminé. La véritable confrontation au tribunal et dans mon cœur ne faisait que commencer. Le jour où j'ai enfin mis les pieds dans la maison de mon enfance, je n'avais plus aucune impression de retour à la maison. À chaque pas hésitant, je me préparais à ce genre de chagrin auquel on ne peut se préparer. Celui de voir le passé effacé, morceau par morceau, par quelqu'un en qui on avait autrefois une confiance aveugle. L'air intérieur était glacial, non pas à cause d'une fenêtre ouverte, mais à cause du vide. Les couloirs qui résonnaient autrefois du rire de papa, l'écho de la guitare de John, et même le bruit sourd et familier de la porte d'entrée se refermant derrière moi. Tout cela avait laissé place à un silence surnaturel, celui qui s'installe après que tout ce qui est important a été pris. Mon avocat a ouvert la marche, notant discrètement chaque détail. Le policier qui nous accompagnait a jeté un coup d'œil autour de lui avec un détachement professionnel, mais n'a pu cacher une pointe de surprise devant l'état de la maison, étagères, placards, tiroirs dénudés ou laissés béants et brisés, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer chaque souvenir avec des mains pressées et désespérées. Ma femme est restée à proximité, le regard vitreux, appareil photo à la main, tandis qu'elle cataloguait les dégâts pour le tribunal. Mais en réalité, je pense qu'elle essayait simplement de préserver ce qui restait pour moi. Dans le salon, la précieuse collection d'horloges de papa avait disparu. Seules de fines lignes sur le papier peint subsistaient, tels des fantômes pleurant leur propre disparition. Le vieux tourne-disque, autrefois pièce maîtresse de chaque réunion de famille, avait disparu. Je passais d'une pièce à l'autre, hébété, l'absence de chaque trésor me faisant l'effet d'un coup dur. La collection de montres avait été arrachée du bureau verrouillé de papa, les tiroirs décrochant de leurs gonds. Les étuis de guitare avaient disparu, la cheminée était épurée, même le coffret à bijoux de maman que papa gardait caché au fond du placard. Pour moi, était vide, sa doublure en velours abandonnée comme une cruelle plaisanterie. Des fragments de la vie de mes parents, de l'histoire de notre famille, avaient tout simplement disparu. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la valeur matérielle, même si elle aussi était douloureuse, mais le sentiment indéniable que chaque objet perdu était un fil de plus arraché à la trame de notre identité. Au milieu du chaos, j'ai trouvé une poignée de choses oubliées. Une boîte d'albums photos poussiéreux remplie de polaroïdes décolorés, les médailles de papa de l'époque où il était dans la marine et le médaillon de ma mère, laissé derrière une commode, la photo à l'intérieur, de deux frères souriant bras dessus bras dessous, un douloureux rappel de tout ce que j'avais perdu. C'est là que le véritable chagrin m'a frappé, plus grand que la colère ou la trahison. Le deuil de l'histoire d'une famille, brisée non seulement par le temps, mais aussi par les choix de ceux-là même qui auraient dû la protéger. À ce moment-là, j'ai pleuré non seulement mes parents, mais aussi la version de mon frère qui avait juré de bien agir envers eux, qui avait promis de perpétuer leur mémoire à mes côtés. Tandis que je prenais des photos dans le bureau, ma cousine Jem m'a appelé, la voix tremblante.
Elle avait entendu dire par M. Kieran que les prêteurs sur gage de la ville étaient déjà à la recherche des montres de papa. Ce n'était qu'une question de temps avant que même ces traces de lui disparaissent, vendues à des inconnus qui ignoraient leur véritable valeur. Mon avocat a trouvé une pile de papiers sur la table à manger, la preuve d'un récent prêt hypothécaire sur la maison, signé uniquement par John. Il a secoué la tête, confirmant discrètement ce que je craignais, une trahison non seulement envers moi, mais envers toute la confiance que notre père avait laissée derrière lui. Le policier a pris des notes, promettant une enquête, mais rien de ce qu'il a dit n'a pu recoller les morceaux déjà perdus. En quittant la maison, j'ai jeté un dernier regard à l'escalier où John et moi courions, à la tache de peinture sur le mur encore marqué des anniversaires. J'ai compris, soudain et profondément, que la douleur ne vient pas toujours de la perte de ce qu'on aime. Parfois, la plus grande blessure est de ne pas pouvoir le protéger. Mais à travers les larmes et la fureur, quelque chose en moi s'est apaisé. Je ne pouvais effacer les dégâts, ni remonter le temps. Ce que je pouvais faire maintenant, c'était me battre pour la justice, pas seulement pour moi-même, mais pour la mémoire de mes parents, et peut-être, d'une certaine manière, pour ce qui restait de l'honneur de ma famille. Parce que parfois, la tragédie ne vous laisse d'autre choix que de devenir votre propre gardien de la mémoire, de l'héritage et de l'espoir que vous ne laisserez jamais l'histoire se répéter. Alors que je me préparais à la bataille juridique à venir, j'ai réalisé que la véritable force ne consiste pas seulement à s'accrocher au passé. C'est avoir le courage d'affronter ce qui a été perdu et de se battre, même seul, pour ce qui reste. Que se passe-t-il lorsque les blessures sont trop profondes pour être pardonnées? Cela mettrait à l'épreuve non seulement la loi, mais l'âme même de l'histoire de notre famille. C'est étrange comme les plus grandes disputes de la vie se terminent non pas par des cris, mais par des signatures sur papier. Le jour où nous sommes entrés au tribunal, mon avocat à mes côtés, John de l'autre côté de la pièce évitant mon regard, j'ai senti chaque parcelle de notre enfance commune peser dans le silence. Même l'air était tendu, chargé de non-dits, chagrin, trahison, regret. La bataille juridique s'est déroulée comme un accident de voiture au ralenti. Les preuves étaient dévoilées, photos des pièces vides, cartons d'objets de famille disparus, reçus et listes des affaires de papa vendues aux enchères à des inconnus. Ma tante Hélène a témoigné, la voix tremblante, racontant au juge combien l'argenterie de papa comptait pour elle, combien elle était dévastée de voir la famille déchirée. Mon cousin Jem pleurait doucement à l'arrière, serrant contre lui une dernière photo de nous, enfants. La défense de John était désespérée, pleine d'excuses et de demi-vérités. Il affirmait n'avoir vendu des objets que pour payer des réparations ou des impôts, affirmant qu'il préservait l'héritage familial, à sa manière. Mais le juge avait un regard d'acier. « On vous a confié, a-t-il dit, non seulement des biens, mais aussi la confiance de votre frère. Vous avez failli à ces deux obligations. » Lorsque le jugement est tombé, il m'a fait l'effet d'une pierre au creux de l'estomac. John a été jugé en manquement à son devoir fiduciaire et tenu responsable de la valeur de tout ce qu'il avait vendu. Montres, guitare et même l'alliance de maman. Le juge a ordonné la mise en vente de la maison. Si John ne pouvait pas payer sa dette, il perdrait également sa maison. Il n'y eut aucune célébration. Au lieu de cela, dans les couloirs résonnants à l'extérieur de la salle d'audience, je vis John pour la dernière fois, les épaules affaissées, les yeux rouges. « J'espère que tu es content d'avoir gagné » murmura-t-il d'une voix rauque. J'aurais voulu crier qu'il n'y avait pas de gagnant, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Vendre la maison semblait irréel, un fil conducteur était rompu. Les agents immobiliers passaient, discutant de la valeur marchande comme si les joies et les chagrins d'autrefois n'avaient plus aucune valeur. Les voisins s'arrêtaient, offrant leurs condoléances gênées tandis que le panneau « à vendre » était installé. Ma fille a dessiné le jardin de grand-père, demandant si nous reviendrions un jour. J'ai secoué la tête, retenant mes larmes, sachant que j'avais perdu plus que des briques et du mortier. Finalement, la plupart des trésors de papa ont disparu à jamais, dispersés chez des prêteurs sur gage et des inconnus. Quelques objets précieux ont été restitués, 2 montres de papa, une guitare cabossée que la police a réussi à retrouver. Ils trônent désormais chez moi, témoins de ce qui fut autrefois, et de ce qui ne pourra jamais être entièrement réparé. Notre famille aussi s'est fracturée d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Thanksgiving s'est déroulé cette année-là en silence. John n'était pas venu, et la place vide à table était une punition en soi. Tante Hélène a tenté de bavarder, mais a abandonné, les larmes aux yeux. Même M. Kieran a cessé de téléphoner aussi souvent,
son vieil ami étant parti, et les rires des petits-enfants ne résonnant plus dans le couloir. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la justice s'accompagne parfois de son lot de pertes, une victoire creuse troquée contre la chaleur de la famille. Dans les moments de calme, le frère que je croyais avoir me manque, et je pleure ce foyer construit de bien plus que du bois et de la pierre. Mais à travers tout cela, certaines leçons sont profondément ancrées. La valeur de défendre ce qui est juste, les cicatrices laissées par la trahison et la vérité que parfois, peu importe à quel point vous vous battez, vous ne pouvez pas réparer ce que les autres sont prêts à détruire. Alors que les saisons changent et que la vieille maison s'efface dans ma mémoire, je perpétue ce que mes parents m'ont appris. Le pardon est puissant, mais il ne signifie pas toujours retrouvailles. Aller de l'avant ne signifie pas oublier. Certaines blessures se cicatrisent, d'autres persistent, nous apprenant qui nous sommes et ce que nous refusons de devenir. Alors, à tous ceux qui nous regardent, posez-vous la question. Que feriez-vous pour protéger les choses et les personnes qui comptent le plus? Quand le prix de la justice est-il trop élevé pour le pardon? Partagez vos impressions dans les commentaires et rappelez-vous. Les combats les plus durs révèlent parfois les vérités les plus profondes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette histoire avec nous. Votre soutien est précieux. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner. Cela nous aide vraiment à nous développer et à vous proposer davantage de contenu que vous apprécierez. N'hésitez pas à partager vos impressions et commentaires dans les commentaires. Chaque message nous aide à améliorer cette chaîne. Merci encore et à bientôt pour la prochaine vidéo.